Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao, le podcast qui vulgarise la recherche en Sciences Po. Je m'appelle Marjolaine et 2 fois par mois, je recevrai des jeunes docteurs ainsi que des étudiants en master et en doctorat pour parler de leur sujet de recherche en sciences politiques. Vous le verrez, nous sommes ici sur un champ d'études plutôt vaste, alors à la fin de chaque épisode, sur le site du Dazibao, vous retrouverez un résumé avec les points clés de chaque discussion, quelques définitions complémentaires et une petite bibliographie pour les plus aventureux d'entre vous. Et maintenant, sans plus attendre, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao, le podcast qui vulgarise la recherche en Sciences Po et en sciences sociales en général. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Bastien Géry. Salut Bastien! Salut! Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour discuter donc alors de ton mémoire de Master 2 en sciences politiques, mention relations internationales. Il s'intitule Extractivisme du lithium dans la Puna Saltena, territorialiser la domination du projet Eramin. Et tu as réalisé ce mémoire sous la direction de monsieur Hugo Meyer à Sciences Po Paris. Et ben écoute, première question traditionnelle pour débuter tous les épisodes du Dazibao. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'étudier les sciences politiques, faire un petit retour sur ton parcours, et qu'est-ce qui t'a amené à ce sujet en particulier? Alors pourquoi j'ai commencé à étudier les sciences politiques? Alors je vais revenir sur mon parcours assez brièvement. Donc, j'ai fait une double licence d'histoire sciences politiques à l'université Paris 8. Et si je me suis orienté vers ce parcours, c'est notamment parce que je venais plutôt du monde militant. J'étais beaucoup impliqué sur les combats, disons, des luttes sociales et écologiques. Et c'était dans la continuité que de s'orienter vers les sciences politiques, parce que pour moi, ça représentait une manière de transfert du coup de cet engagement militant au savoir académique en quelque sorte. Et par conséquent, les sciences politiques, ça représentait pour moi voilà, cette possibilité de dévoiler les structures de pouvoir et qui plus est, s'engager dans une université comme Paris 8, donc, qui était connue comme le berceau de mai 68 et des luttes des années 60-70, ça représentait pour moi donc, c'est cette possibilité-là. Et donc pourquoi ce sujet en particulier? Parce que j'ai pris connaissance de la question des métaux de la transition énergétique au moment de la réouverture des mines en Europe. Alors ça a commencé par le projet Méris, alors quand j'étais en licence à Paris 8, quand il y a eu cette réouverture de la mine d'Iméris, qui était une mine de lithium en France, qui était destinée à produire du carbonate de lithium pour fabriquer des batteries électriques en France. Il y avait cette contradiction un peu inhérente au projet, à savoir que cette réouverture des mines en France allait conduire à la destruction du vivant, et d'un côté, on entendait donc servir la transition écologique. Et donc c'était cette contradiction inhérente qui m'intéressait, c'est pour ça que je me suis plongé dans ce sujet, donc au début des métaux de la transition énergétique, et par la suite, ça m'a conduit vers l'Amérique latine, parce que l'Amérique latine, c'est le triangle, c'est là où on a le triangle du lithium, donc cette triple frontière entre l'Argentine, la Bolivie et le Chili, qui vient concentrer 70% des ressources lithifières au monde. Par conséquent, ça faisait sens de continuer à m'intéresser au redéploiement des projets extractifs français d'extraction du lithium, en me concentrant sur une aire géographique, celle de l'Amérique latine. Ok, et donc dans ton mémoire, quelle grande question tu t'es posée? Il faut savoir que le projet Eramet est rentré en production en août 2024. Ok. Et moi, je prends connaissance à travers la presse qu'il va y avoir un grand projet extractif français qui va venir à déposséder les ressources lithifières du nord-ouest de l'Argentine. Et ce qui m'a interpellé directement dans ce sujet, c'est l'absence de contestation. C'est-à-dire que pour les projets généralement miniers, on s'attend à d'importantes oppositions. C'était notamment le cas dans la province voisine en Argentine de Jujuy. Jujuy, c'est mignon comme petit nom, Jujuy. Pardon. C'est assez mignon, ouais. Et en l'occurrence, dans cette province très dont le nom est très mignonne. Exactement. Il y avait eu d'importantes mobilisations communautaires qui avaient... ouais. Et là, rien du tout. Et là, rien du tout, ce qui a contrasté assez fortement avec le projet Eramet. D'autant plus que le projet Eramet revendiquait avoir consulté et récolté le consentement des populations locales sur le terrain.
Ce qui c'était assez étonnant pour donc des projets notamment lithifières. C'est un projet, c'est une usine de 30 hectares, c'est un pipeline de 300 kilomètres avec un aérodrome, c'est des gigamines, c'est des projets absolument massifs. Et donc ça m'a véritablement questionné. Donc je me suis demandé cette question, donc comment cette multinationale est parvenue à récolter le consentement de ces populations locales, comme elle le présente, mais en termes plus théoriques, comment les multinationales extractives parviennent-elles à négocier leur implantation sur les territoires des communautés locales dans cette région, la Puna. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est que pour qu'on soit tous au même niveau d'information, donc extraction du lithium. Donc, tu as dit lithium, c'est pour faire des batteries. Exactement. Mais en soi, c'est quoi? C'est des grands trous dans la terre et on va extraire. C'est quoi? C'est un métal. Enfin, ça prend quelle forme? Qu'est-ce que ça représente en infrastructure et en transformation un peu de l'environnement, si je peux... Tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises, mais voilà, je dirais transformation du paysage. Déjà, je peux inviter les auditeurs à regarder directement sur Google Earth. On regarde si on se balade un peu sur Google Earth dans ces provinces, dans ces salars, c'est assez manifeste les conséquences, je dirais, sur l'environnement. Donc j'ai parlé d'une usine de 30 hectares, etc. Mais tous les projets lithifières n'ont pas les mêmes conséquences et n'ont pas la même empreinte sur l'environnement parce qu'il y a différentes méthodes d'extraire du D'accord. lithium. Donc le lithium, c'est un métal alcalin. Il peut être présent sous plusieurs formes, on peut l'extraire sous plusieurs formes. Moi, dans mon cas, c'était l'extraction directe du lithium. Donc, c'est D'accord. potentiellement, on a très peu de recul sur ces technologies-là, parce que c'est une extraction où on vient excaver directement l'illudium en profondeur à 400 mètres de profondeur, avec d'importantes quand même quantités d'eau, mais c'est potentiellement celle qui vient, comparée aux méthodes traditionnelles, utiliser le moins d'eau possible. Donc c'est assez compliqué en fait d'avoir du recul sur là, ces nouvelles technologies-là. Mais en tout cas, Eramet, dans mon cas, c'est énormément vanté du fait que c'était la technologie la plus propre comparée aux méthodes plus classiques, traditionnelles, qui sont présentes dans le reste de la région, surtout au Chili ou en Bolivie, où on va avoir, et en Argentine également en fait, on va extraire le lithium sous forme de saumure de sel qu'on vient à étendre dans des grands bassins minéraux. Et là ensuite c'est l'évaporation qui vient faire le reste. Et ça va prendre, ça prend entre, je sais pas exactement les dates en tête, mais 6-15 mois, ça dépend des méthodes d'évaporation. Et là, c'est extrêmement consommateur en eau en réalité. D'accord. Ok. Et toi, donc, dans ton mémoire, on est sur la Puna Atacama, dans le département de Los Andes. Est-ce que tu peux nous dire où on est? Qu'est-ce que c'est que ce territoire? Et pourquoi? Parce que j'ai lu dans ton mémoire qu'il a été peu étudié. Donc pourquoi? Alors, donc oui, c'est le département, c'est la province de Salta. Alors, c'est dans le nord-ouest de l'Argentine. Et c'est une région donc, qu'on appelle la Puna, c'est la Puna sèche, qui est une région qui est assez peu étudiée parce qu'elle a historiquement, enfin si on reste toujours dans le registre des mines, c'est une région historiquement qui a vécu souvent, parce qu'elle a été un trajet, en tout cas la ville la plus proche du projet minier, c'est Sant Antonio de los Cobres. Cobres, c'est cuivre en espagnol. Et c'est un lieu dit initialement qui a été construit parce qu'elle était sur la route de Potosí à Buenos Aires, cette route coloniale qui permettait d'extraire, d'exporter les ressources et les matières premières à destination de l'Europe. Donc cette région, elle a joué un rôle important à un certain moment de l'histoire. Mais en fait, elle a toujours eu un rôle de transition des ressources. C'est comme si les richesses ne s'étaient jamais Ouais. arrêtées. Le transport, en fait. On passe par cette route, mais on s'arrête pas vraiment pour voir ce qu'il y a dans le territoire en lui-même, quoi. Exactement. C'est juste traversé par une grande voie de communication, quoi. Exactement. Voilà, c'est pour ça que Sant Antonio de los Cobres, la ville la plus proche du projet minier, s'est développée. Pour le reste, en fait, on est vraiment sur en fait, une aire géographique d'ailleurs qui est très aride. On est à entre 3500 et 4000 mètres d'altitude. Donc c'est dans Ah ces oui. salaires rondins. Donc en fait, il y a beaucoup moins de vie et beaucoup moins de commerce, de population. C'est des régions qui sont très faiblement peuplées. Pour les gens qui étudient les sciences sociales, ils ont beaucoup travaillé dans cette région-là sur le pastoralisme, la transhumance des bêtes, etc. Mais les projets miniers n'avaient qu'une faible importance jusqu'à l'avènement en quelque sorte des projets miniers lithifières, donc qui viennent à explorer en quelque sorte de nouveaux territoires dans une perspective d'accumulation du capital. Ok. Et comment ils ont trouvé Enfin, je sais pas, ils sont allés sonder, on savait qu'il y avait du lithium. Comment ça s'est fait, cette découverte et le fait que Eramet se dise,
c'est là qu'on doit aller et construire notre super usine. Et c'est une bonne question parce que c'est la question initiale que je me suis posée au tout début de mon travail quand j'ai commencé à démarcher les ingénieurs du projet Eramet. Je leur demandais pourquoi l'Argentine comme choix premier. Ça n'a pas du tout été le choix premier en réalité. En fait, ils se sont tournés d'abord vers la Bolivie autour des années 2010. Alors c'était Evo Morales à ce moment-là qui était au pouvoir. Ils ont été retoqués par le gouvernement bolivien parce que le gouvernement bolivien voulait garder une forme de mainmise sur ses ressources nationales. Ensuite, ils sont allés voir du côté du Chili, dans le Salar d'Atacama, mais ils estimaient que le Chili n'était pas suffisamment ouvert aux investissements étrangers. En tout cas, c'était pas attractif pour eux économiquement. Tandis que l'Argentine était bien plus disposée, selon eux, à offrir en tout cas ou à disposer de leurs ressources litifières sans avoir des taux D'accord. d'imposition trop importants, etc. Et donc ils ont trouvé donc des concessions encore libres à Salta, parce qu'il faut savoir que dans le cadastre minier, donc qui est cette carte des concessions minières, il y a énormément de concessions qui sont déjà achetées, il ne restait plus énormément de place en fait. Et donc ils ont réussi à acheter plusieurs concessions à plusieurs groupes ou actifs miniers, et pour au final constituer donc, une parcelle, une usine suffisamment importante pour implanter en tout cas leur projet minier. Et donc ça a vraiment été un travail d'achat de concessions minières auprès de différents investisseurs qui avaient déjà en possession ces parcelles. D'accord. Et qui savait déjà, en fait, on savait que le sol était riche en lithium. Il n'y a pas eu. Ça, en fait, je sais pas à quel point. On savait qu'il y avait du sol riche en lithium, mais il se pose toujours la question de savoir si c'est suffisamment riche pour avoir un projet suffisamment rentable. Par conséquent, donc, ils ont quand même mené des explorations dans différents endroits en Argentine avant de se pencher sur lui. Mais même en fait, les explorations en elles-mêmes et la prospection coûtent aussi très cher. Donc, faut pas trop se louper. D'accord. Oui, tu m'étonnes. Ok. Et tu parles dans ton mémoire de Alors attends, que je retrouve le titre. La construction dits vide pour attirer de nouveaux habitants et des investissements. Et que c'est un peu construit par le gouvernement et par Eramine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu entends par là? Oui, donc quand j'utilise le terme de construction du vide, donc c'est l'idée qu'il y a une construction symbolique de cette région, la Puna, Saltena, Atacama. C'est l'idée qu'on vient faire de la présentation de cette région comme une région très aride, très hostile aux populations, qui est en fait inhabitée. Cette idée de région inhabitée, elle appelle dans notre imaginaire l'idée qu'on a une porte ouverte, une région sacrificielle en fait, où l'on va pouvoir implanter des projets et disposer facilement nos infrastructures sans avoir aucune contrainte. Donc ça a été beaucoup utilisé par le gouvernement, notamment par le ministère de la mine et de l'énergie en Argentine et à Salta, qui joue beaucoup sur cette rhétorique-là. Mais ça va également être utilisé par la suite par Eramet dans leurs vidéos institutionnelles de 2-3 minutes sur Internet. Elle est facilement retrouvable. Je la mettrai dans l'article qui te sera consacré. Super, non, mais c'est toujours intéressant de voir aussi la manière, quels sont les outils que c'est. Comment c'est communiqué, quoi. Exactement. Et oui, il joue beaucoup sur. Voilà, il y a les plans sont très bien choisis parce qu'on ne vient jamais à choisir des plans dans lesquels on va montrer l'usine avec les puestos, les hameaux de population derrière. Pourtant, il y a des gens qui vivent sur ce désert, et s'ils sont omis, s'ils ne sont pas montrés, c'est parce qu'ils n'ont pas été consultés. Et c'est là que prend sens une partie du travail. Ouais. Et donc, du coup, il n'y a personne. Vous pouvez venir, c'est libre, monter votre usine et extrayer tout le lithium que vous voulez. Mais comme tu le dis, il y a des communautés autochtones. Comment ça s'imbrique, droit des communautés autochtones et extraction par une grande multinationale? Alors, théoriquement, c'est extrêmement bien encadré par la Convention 169 de l'OIT, D'accord. relatif aux peuples indigènes et tribaux, qui exige, dans une série d'articles, que tout projet économique d'ampleur sur des terres autochtones, mais ce qui est en fait, un terme assez flou, mais d'ailleurs communauté, comment on définit communauté, etc. Il y a plein de manières de la définir, de manière juridique, sociale,
sociologique. Et donc, cette convention, elle dit que ces entreprises-là sont obligées de consulter les populations locales et autochtones en l'occurrence autochtones sur le terrain. C'est quelle population qui habite là? C'est quel le nom de ce peuple? Alors là, c'est la population Cocha Cocha, de ok. Los Pastos, de Santa Rosa de los Pastos Grandes. Mais il se trouve qu'il y a une autre population présente, et en fait une autre ethnie en quelque sorte, la population Atacama, mais qui elle n'est pas du tout reconnue et qui n'a pas d'identité juridique, donc qui n'est pas inscrit au registre des peuples indigènes et autochtones d'Argentine, pourtant qui est bien une population Ok. qui vit en tant que communauté qui se différencie de la communauté de Santa Rosa de los Pastos Grandes, mais qui n'a pas d'identité juridique. En quelque sorte, c'est comme si on avait très caricaturalement une population donc reconnue juridiquement, donc sur laquelle on peut plus ou moins exercer un droit de consultation, et une autre sans identité, qui est une population en fait sans titre de communauté, sans titularisation de terre, sans droit foncier, qui ne va pas exister auprès de l'entreprise. Mais pourquoi? On sait pourquoi? Alors, moi, j'ai parlé à un anthropologue sur le terrain qui vient estimer justement que l'absence de reconnaissance de cette communauté autochtone Atacama, c'est notamment du fait que cette communauté, elle serait proche des communautés qui sont plus organisées, qui sont plus présentes à la frontière entre Salta et Jujuy. Et donc là, D'accord. cette reconnaissance de cette communauté induirait donc le rattachement d'une autre communauté à celle-ci, ce qui ouais. ce qui amènerait une forme d'opposition très frontale au projet, parce que cette communauté Atacama, elle est connue pour être une communauté qui dit non à la mine. Ah oui, donc oui, ça mettrait un petit peu de piment dans tout ça, donc autant ne pas la reconnaître, comme ça on n'a pas besoin de lui demander son avis. Après, je sais pas si c'est fait de façon... comment? Si t'as trouvé des traces, c'est fait exprès, mais je sais pas si on peut aller jusque-là, mais... Non, de toute façon, c'est toujours extrêmement compliqué à estimer. Ce qui est sûr, c'est que l'entreprise est consciente qu'il y a une communauté Atacama sur le D'accord. territoire. Est-ce qu'ils omettent délibérément leur existence? Je pourrais pas suffisamment avancer de preuves. En tout cas, les anthropologues avec qui j'ai parlé sur le terrain se montrent assez clairs sur le sujet. Eux, ils en sont à peu près certains. Et ils m'ont témoigné des moments où ils auraient eu des conversations avec des anthropologues embauchés par la mine qui, eux, avanceraient que ils feraient tout pour ne pas reconnaître cette communauté, parce que ce serait aussi beaucoup plus de projets de responsabilité sociale vis-à-vis de cette communauté, et que ça occasionnerait plein de problèmes pour cette entreprise. Moi, j'ai une question. Donc, il y a comme tu le disais à l'instant, donc il y a des populations autochtones, donc une reconnue, l'autre pas. À qui, dans le droit argentin, à qui appartient la ressource? Est-ce que les communautés autochtones ont un pouvoir juridique, on va dire, sur leur sous-sol? Alors, donc elles ont un pouvoir sur leur sol à partir du moment où elles ont un titre foncier. En revanche, la sous-sol D'accord. appartient à la province. Donc en fait, les ressources naturelles sont déléguées en quelque sorte aux provinces argentines, que ça, on est dans un gouvernement fédéral. Euh, Au fil de mon mémoire, on a réalisé qu'aucune des communautés n'avait des titres communautaires. En fait, en Argentine, la ratification de la Convention 169 de l'OIT par Le gouvernement? le gouvernement argentin en Mhm. 1993 n'a pas amené de reconnaissance des titres communautaires vis-à-vis des populations autochtones qui vivaient. Donc en fait, elles sont que partiellement protégées. Elles sont reconnues, mais leur reconnaissance, elle amène aucun effet vraiment effectif, contraignant pour les entreprises qui viennent à s'installer sur ces territoires. Donc en fait, c'est comme si c'était fait un peu à moitié, quoi. On vous reconnaît, mais pas forcément l'étendue de votre territoire traditionnel, quoi. Même si on sait que c'est à vous et que ça vous appartient, il n'y a aucune mesure qui a été prise pour aller jusqu'au bout dans la démarche. Exactement. Et du coup, ça induit que sur ce droit à la consultation, 169 de l'OIT, qui est censé être une consultation libre, préalable et éclairée, ça la rend en fait caduque de toute... elle est vidée juridiquement de toute contrainte. Et on peut l'exercer, on peut la réaliser, sa finalité n'importe peu. Ok. Et est-ce que les communautés autochtones, sur leur territoire, bon, qui leur appartient pas, mais on sait que c'est à eux, on a compris, pourraient elles-mêmes exploiter leur sous-sol? J'imagine que c'est des questions financières, globalement. Oui, là, globalement, on est sur le projet Ramin, qui n'est même pas un des projets les plus... Donc, il y a Ramin qui est la filiale d'Eramet en Argentine. On est sur un investissement à hauteur de 1 milliard de dollars USD, donc
Donc oui, non, c'est inimaginable, ça demande des infrastructures assez conséquentes, c'est un investissement, c'est du savoir technique. Technologique aussi, j'imagine, ouais. Exactement, c'est même pas envisageable. C'est même pas envisageable en fait pour la province de Salta d'extraire elle-même. Ok. C'est un cas que je connais beaucoup moins, mais la Bolivie essaye elle d'extraire ses propres ressources et je crois ils sont plus ou moins au point mort aujourd'hui sur. Tellement ça demande d'argent et d'investissement, c'est compliqué. Et pour l'instant, ils sont obligés de passer par un grand groupe, quoi. Exactement. Et justement, tu parlais de la fameuse consultation et aussi tu parles de territorialisation du projet. Que tu peux nous en dire plus? Et est-ce que, dans les faits, parce qu'on a bien compris que techniquement, vu que les terrains sont pas reconnus aux populations autochtones, bah, techniquement, ils n'auraient pas besoin de mener une consultation. Mais est-ce que ça a été fait? Et qui a été consulté et qui n'a pas été consulté? Et pourquoi? En fait, depuis le début de l'arrivée des autorités d'Eramin en 2010, comment en 15 ans le projet s'est implanté en réduisant au maximum la conflictualité. C'était un peu ça l'idée Ok. derrière ce terme. Et la territorialisation, ça permettait aussi bien de mettre en exergue tous les moyens donc économiques, politiques, juridiques et symboliques mis en place par le projet Ahmed, comme on en a parlé, par exemple, une forme de territorialisation symbolique, c'est donc cette construction du vide. La territorialisation Mhm. juridique, un peu caricaturalement, ça va être tout le travail juridique pour essayer de garantir cet accès aux terres, etc., etc. Pour du coup reprendre la question, la consultation a quand même été réalisée. Mais en l'absence de contraintes juridiques, ça permet donc à l'entreprise de choisir le calendrier, de choisir la manière dont il voudrait consulter et également de choisir qui va être en dedans et en dehors de cette consultation-là. Il y a quand même quelques lois argentines qui contraignent l'entreprise à faire une zone d'influence. Enfin, il y a un imbriquement juridique qui serait trop long à expliquer. En fait, ils ont fait cette consultation-là parce que c'était quand même utile pour eux. Enfin, c'est ce que c'était la directrice de la RSE. Et je lui posais notamment la question, bah alors pourquoi faire cette consultation si elle n'est pas obligatoire? Elle me dit, mais c'est toujours un document qui peut servir. Et puis, dans la stratégie marketing d'Eramet, c'est quelque chose qui a été vanté. On peut retrouver une vidéo sur le site d'Eramet où ils montrent le document de consultation libre, éclairée, préalable et informée qui ont été signés donc, par la dirigeante de la communauté de Santa Rosa de los Pasos Grandes. Ce document, D'accord. il vaut rien, mais c'est quand même un outil de légitimité important pour l'entreprise, pour les D'accord. investisseurs notamment, d'ailleurs pour montrer qu'il n'y a pas forcément de vent de contestation ou de conflits socio-environnementaux qui auraient émergé à la suite du projet. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant parce que montrer choisir qui peut être consulté, qui ne peut pas être consulté, c'est aussi une manière d'exclure toute une partie, un pan de la population, notamment je pense à toute la population de San Antonio de los Cobres, dont la communauté Cocha Mhm. El Desierto, qui n'a pas du tout été consultée par le projet minier, alors même qu'elle D'accord. qu'elle en subit certaines conséquences. Et les communautés Atacama non reconnues, j'imagine que non, elles non plus n'ont pas été approchées. Non, non plus. Alors même qu'elles vivent sur le territoire et sur la zone d'influence reconnue du projet minier, donc la zone d'impact du projet minier. D'accord, on les a laissés de côté. Ce qui m'étonne dans notre conversation là depuis le début, c'est que tu parles beaucoup d'anthropologues. Pourquoi on recrute des anthropologues dans un projet minier? Ça, c'est ce que j'ai su donc d'un anthropologue qui travaille pour l'université de Salta, qui m'a expliqué qu'une grande partie des anthropologues, en fait, enfin de ces étudiants qui étaient devenus par la suite anthropologues, étaient recrutés par la suite par les équipes de responsabilité sociale et environnementale du projet qui sont présumés exercer un bon rapport, de bons liens. Enfin, c'est leur travail de garder un bon lien avec les populations locales sur le terrain. C'est tout un enjeu, en fait, recruter des anthropologues, en tout cas des gens qui ont un savoir en sciences sociales et autres, que de récolter des informations, faire du renseignement sur les unités domestiques dans les villages, savoir sous quelle forme le village prendrait forme, qui parle avec qui sont les populations les plus à même que l'on peut cibler, que l'on peut démarcher, qui pourraient être les intermédiaires
du projet Eramet, ceux qui seraient amenés donc à collaborer le plus facilement. Probablement que c'est pas en l'occurrence donc les gens qui bénéficient d'une autonomie plus importante dès lors qu'elles vivent uniquement de la transhumance des bêtes. Que ça va plutôt être certaines populations qui, à l'inverse, typiquement, je pense à certains membres sur lesquels j'ai essayé de travailler sur leur trajectoire sociale, qui viennent du milieu public, qui ont travaillé dans le tourisme et qui par la suite se sont installés à Santa Rosa. Donc ce genre de trajectoire-là, pour lesquels on vient en quelque sorte à les cibler pour devenir des intermédiaires du projet. Ok, donc c'est de l'espionnage, quoi. Ouais, c'est la... Certes, un petit peu, enfin mignonne, non, j'allais dire de l'espionnage mignon, pardon, non, mais c'est un peu ça, quoi, c'est du renseignement sur qui va nous emmerder, qui va pas nous emmerder, quoi. Ouais, en tout cas, j'ai parlé avec une dame qui travaillait pour ces cabinets de consulting technologique au service des entreprises minières. Cette dame, elle travaille pour l'entreprise Eramet, mais aussi bien en Indonésie qu'en Argentine, que sur différents projets. Et là, il y a il y a un travail qui est fait de profilage où les gens ne sont pas forcément au courant, qu'on a récolté des informations sur le nombre de personnes qu'il y avait dans leur foyer, qu'elles étaient mariées, ou d'ailleurs si elles exécutaient des bonnes ou des mauvaises actions vis-à-vis du village. Alors, on sait qu'on a aussi une forme de classement, d'hiérarchie des mauvaises ou des bonnes personnes. En tout cas, c'est comme ça qu'elle me l'avait présenté en entretien. Ok, c'est chelou, non? C'est bizarre. Ouais, je pense que cette manière, en tout cas, de présenter des bonnes ou des mauvaises personnes, c'est de manière un peu catch-all de savoir qui... eux, ils vont le présenter de manière très brutes, celles qui seront disposées, ces bonnes personnes qui seront disposées à prendre en charge les projets de responsabilité sociale et environnementale pour choisir qui sera disposé à avoir des chauffe-eau ou à cibler les investissements du projet minier dans le village. Mais en fait, on ne sait pas derrière tout. Enfin, ces dénominations un peu manichéennes, on sait pas, il y a énormément de choses qui peuvent se cacher. Évidemment qu'une mauvaise personne, ça peut aussi être un militant qui est très opposé très fermement au projet minier. Ok, donc en fait c'est une espèce de cartographie des risques pour mieux comprendre le territoire sur lequel on va s'installer, quoi. Ouais. Concrètement. Concrètement, c'est ça, même si on dispose en fait assez peu d'informations, puisque c'est des informations qui sont protégées, qui sont peu divulguées. Ok. Mais j'ai l'impression que c'est mon intuition, même si je sais pas à quel point la recherche a de la place pour ce genre d'intuition, parce que là ça demanderait vraiment une enquête, ça demanderait vraiment, je pense, un travail d'investigation. Mais je pense qu'il y a un travail à faire sur ces entreprises technologiques dans le secteur minier qui essayent, oui, de fournir le maximum d'informations. Enfin, il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à pulluler comme ça auprès des... J'ai essayé beaucoup de les suivre un peu là sur LinkedIn et des fois c'est étonnant le nombre d'informations qu'elles communiquent sur les renseignements qu'elles ont obtenus dans certains villages ciblés par les projets miniers. Ok. Donc en gros, j'imagine que ça, tu parlais de projets de responsabilité sociale et environnementale. En fait, tout ce petit travail de renseignement, c'est, j'imagine, pour obtenir des intermédiaires, juste trouver les gens de confiance pour faire le lien entre l'entreprise et la communauté villageoise à côté de laquelle tu vas t'implanter et miser sur le bon cheval, quoi. Ouais, les intermédiaires, c'est aussi ceux qui vont pouvoir préparer le terrain à l'entreprise. C'est ceux qui vont pouvoir, en l'occurrence, si on regarde le rôle des intermédiaires du projet Eramet à Santa Rosa de los Pasos Grandes, c'est ceux qui vont construire un narratif autour de l'entreprise minière, qui vont la défendre bec et ongle. C'est aussi ceux qui vont bénéficier des retombées économiques du projet minier. Un intermédiaire, ça peut aussi être, en l'occurrence, je pense, un personnage dans cet environnement dont le fils a fini par créer son entreprise de sous-traitance pour les entreprises minières. Donc en fait, il y a plein d'articulations qui est faite, mais en tout cas, c'est une traduction aussi parfois sémiotique du territoire. C'est la communauté aurait besoin de ça, donc il faudrait construire le réfectoire et c'est ici que vous pourrez le plus contribuer. L'implanter le plus efficacement, quoi. Exactement, voilà. Ok, donc en fait, le renseignement, c'est à la fois pour détecter, lever le lièvre et détecter les éléments qui pourraient déranger le projet. C'est aussi pour voir les gens qui pourraient être bénéfiques pour le projet et en même temps créer un réseau d'intermédiaires qui vont pouvoir défendre bec et ongle le projet et filer des infos pour savoir de quoi on a besoin selon les vrais
besoins de leur communauté ou leurs besoins propres à eux, hein. Ça, voilà, on sait jamais. Mais c'est pour avoir vraiment des gens qui vont ouais, soutenir le projet quoi qu'il en coûte, quoi. Exactement. Ouais, et puis donc dans la diffusion aussi d'un narratif insufflé par Eramet, à savoir lors d'entretiens, on m'a beaucoup dit que le village de Santa Rosa, qui est ce village de 280 habitants, qui vit en fait selon donc les études d'anthropologues exclusivement jusqu'ici de la transhumance des bêtes jusqu'aux années 2010 et du Ok, pastoralisme, ah oui. on est venu à me dire ce village a toujours été un village minier. Et ça, c'est quelque chose d'assez frappant pour. Une réécriture de l'histoire, quoi. Exactement. Dans ton mémoire, tu parles beaucoup, alors sans nommer son nom, de la présidente de la communauté de Santa Rosa de los Pastos Grandes, pardon. Est-ce que tu peux nous parler? Alors, j'adore ce passage parce que c'est très décrit son rôle, comment elle est perçue, etc., comment elle se comporte. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'elle? Ce qui était intéressant de voir avec la représentante de la communauté de Santa Rosa de los Pastos Grandes, c'est sa trajectoire, c'est-à-dire que cette dirigeante de Santa Rosa, elle vient initialement de Bolivie, puis ensuite elle a été directrice à Salta, puis elle en est venue à diriger l'école de Santa Rosa, qui est la seule presque présence en termes de service public à Santa Rosa de los Pastos Grandes, c'est la seule présence étatique. Par la suite, elle en a profité en quelque sorte parce que c'était une figure intellectuelle, parce que c'était une figure d'autorité. On parle quand même d'une ancienne directrice à Salta puis à Sant Antonio de los Cobres. Elle en a par la suite profité pour prendre en tout cas je dirais le pouvoir dans ce village-là. Et c'est elle qui a accepté au cours des 15 dernières années plus de 6 projets miniers. Alors même que la présence des projets miniers était assez moindre. Moindre ou controversée? Après, il y avait qu'un projet minier qui était une mine de borate qui était très peu. C'était une petite entreprise locale, c'était presque de la mine traditionnelle en fait, mais on n'a jamais vu en fait des projets miniers de cette ampleur-là quoi. Ok. Et Et donc elle a signé à tour de bras. Elle a dit ok, 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 ok. oui, en fait, elle a signé à tour de bras sans véritablement donc pousser vers la reconnaissance des terres, ce qui aurait véritablement pu, je pense en tout cas, permettre à ces communautés-là d'avoir un véritable rapport de négociation et de bénéficier véritablement de retombées de certains projets miniers. Après, on peut se dire, enfin, c'est aussi la question que je me pose, mais est-ce que sans cette personne-là, les projets miniers n'auraient pas pour autant pu pénétrer dans ces terres au vu du manque de protection juridique en fait. Je sais pas. Mais en tout cas, cette dirigeante, elle est puissante, elle est extrêmement décriée dans le village. Les gens, enfin, on la qualifie de dirigeante autoritaire, etc. etc. Et quand t'as discuté avec elle de ses relations avec comment elle-même perçoit ses relations avec Iramine? Ouais, donc j'ai eu un entretien quand je suis arrivé dans le village. Au début, elle était très réticente à nous parler. En fait, elle est assez contente de son action dans le village, mais elle dit grâce à Dieu et à l'entreprise minière, tout ce qu'on a. Elle me cite absolument tous les projets qui ont permis de développer, selon elle, le village. Alors, donc, ça va des antennes Starlink dans les maisons en pierre, jusqu'à la camionnette, l'ambulance qui a été achetée par Eramet pour le village, jusqu'à la rénovation du réfectoire pour la communauté, les chauffe-eau qui ont été installés dans plusieurs unités domestiques. Donc voilà, elle décrit tout un panel de choses que l'entreprise minière et la mine a pu permettre. Et donc elle estime que ses relations avec l'entreprise et les entreprises minières sont assez bonnes, même si au moment où je l'ai rencontrée, elle s'inquiétait du fait que les entreprises ne donnent pas plus maintenant qu'elles se sont installées sur le territoire. Ah d'accord. Ces actions-là ont été faites un petit peu en amont et maintenant c'est comme s'il y avait un ralentissement de la générosité. En tout, Selon elle, en hein, tout cas, ouais, c'est ce qu'elle décrivait. Elle estimait que au moment, au début des années 2010-2015, quand l'entreprise minière française avec les Français sont arrivés, se sont montrés très généreux. Alors elle me citait des noms avec de responsables techniques du projet que j'avais pu rencontrer moi au tout début de mes entretiens. Et elle me les vantait, elle me vantait leurs mérites. Et maintenant qu'il y avait eu un changement de la hiérarchie du projet minier et que c'était à présent les Argentins embauchés
les rênes du projet, Le lead, ouais. du projet minier en Argentine, que c'était beaucoup plus compliqué au niveau des négociations, etc. Ok, d'accord. Et elle, cette dame, elle avait été identifiée dès le début dans le processus enfin, de ce que tu en sais, dans le processus de renseignement mis en place par l'entreprise ou, bah, de toute façon, dans tous les cas, vu sa position, c'était à elle qu'il fallait s'adresser en priorité. Je sais pas à partir de quel moment elle a été élue représentante de la communauté au début des années 2010. Je sais qu'elle a été ciblée comme intermédiaire, c'est dans les documents de responsabilité sociale et environnementale de Eramin, qui a une liste des intermédiaires. Elle est présente dedans. Ok. Savoir à partir de quel moment elle a été repérée ou je sais pas en ma connaissance. Ok. Tout à l'heure, donc, tu as parlé de l'ambulance, des chauffe-eau, des antennes Starlink qui ont été mis en place. Et dans ton mémoire, tu parles de faire consentir. C'est très chelou, ne faites pas ça, les gens. Le consentement, c'est important. Euh, donc, en fait, c'est une partie dans ton mémoire où on parle pas juste de l'extraction de minerais, mais aussi d'assumer des fonctions politiques et un peu étatiques dans la région face à l'absence de l'État. Et donc, toi, dans ton mémoire, tu parles des routes, construction de routes, de l'éducation, de la santé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, en fait, Eramin se substitue un petit peu, ou beaucoup, tu nous diras, à l'État et fait consentir une population à sa présence d'une certaine façon par des projets qui vont améliorer le quotidien. Je pense que Eramin se substitue complètement à l'État parce que justement il y a un retrait étatique qui est presque enfin, un retrait étatique dans ces régions qui est presque total. Je le disais à Santa Rosa de los Paso Grandes, la seule présence étatique c'était la présence de l'école Padre 4250, je sais plus. Par conséquent, quand on a une entreprise qui vient avec les moyens d'Eramet, donc qui est une entreprise multinationale qui est présente sur plus de 15 pays, 5 continents, avec une enveloppe de projets RSE assez importante, elle peut venir combler et jouer à l'entreprise-État en venant combler tous les manques de l'État dans cette région-là. Donc c'est au niveau de la santé, c'est au niveau de l'éducation, c'est au niveau de des réparations. Et moi, c'est quelque chose qui m'a frappé de voir l'évolution du village sur les 15 ans. Alors, on s'est basé beaucoup sur Google Earth, sur les images d'archives. Parce qu'en parallèle de ce travail, il y a eu un important travail d'anthropologie visuelle, où je me suis beaucoup penché sur les archives visuelles. Et entre 2010 et 2025, le village de Santa Rosa fait x5, quoi. Avec énormément d'infrastructures qui ont pris place du fait de ces entreprises. Donc, en fait, faire consentir, c'est parce que, initialement, de toute façon, avec ou sans ces projets, les personnes n'avaient pas la possibilité d'agir directement sur le développement. Il n'y a pas de titre de communauté, il n'y a aucun pouvoir de négociation, pas de structure qui permettait une opposition au projet pour essayer de négocier au maximum. Donc tout a été... Enfin, on est venu en fait, véritablement, j'ai assisté à des scènes de négociation où on vient faire signer des gens, des papiers dont on ne connaît pas véritablement la teneur, et on leur donne un pack d'eau en échange. Avec parfois des moyens de pression. Donc on arrive dans un puesto, enfin ces moyens de pression-là, ils sont à mon sens assez évidents. On arrive dans un puesto, donc ces petits hameaux qui sont isolés, donc on est à la marge du salar de Centenario Ratones, donc en plein désert. On est à 80 km du premier centre administratif et c'est 3 voitures de sécurité d'Eramet qui viennent déposer un pack d'eau, etc. Avec une imposition parfois d'infrastructures. Il y a des gens qui m'ont raconté que on était venu leur déposer une antenne Starlink à côté de leur maison sans même qu'ils en veuillent, etc. Enfin, il y a parfois des choses assez parfaitement absurdes. En tout cas, cette construction, jouer cet acteur social englobant dans le village, ça permettait évidemment pour ceux qui avaient accepté les retombées ou ceux qui étaient rentrés en dépendance directement vis-à-vis de la mine, parce que c'est le principal pourvoyeur d'emploi aussi. Oui, bah oui, en plus. Il y a eu un processus de salarisation sur 260 habitants, on compte 60 à 80 personnes qui travaillent pour les services et les actés de la mine, donc qui ont délaissé le travail, l'élevage et l'agriculture pour donc essayer de bénéficier des retombées minières. Et c'est aussi une mise en dépendance vis-à-vis de la mine qui est assez alarmante parce que
Parce qu'il y a un des habitants qui me disait notamment que demain, si on a envie d'aller bloquer la route pour s'opposer à l'entreprise minière, bah, c'est quelque chose qui peut être assez dangereux parce que si l'entreprise minière part, c'est toutes les familles qui s'écroulent parce qu'aujourd'hui, c'est notre seul moyen de survie. Est-ce que tu dirais que l'arrivée des ramettes, alors tu cites dans ton mémoire le projet Act for Positive Mining, donc c'est un programme de responsabilité sociale basé sur 4 piliers, donc les infrastructures, l'éducation, la qualité de vie et l'entrepreneuriat. Tu parlais de ces gens qui ont abandonné leur mode de vie traditionnel. Est-ce que tu penses qu'il y a une espèce de fragilisation de la communauté en fait qui se détruit sa culture au profit de quelque chose de nouveau d'une certaine façon? Ouais, c'est sûr c'est certain qu'il y a une destruction de la communauté au sens le plus sociologique parce qu'ils avaient la communauté, si on la voit voilà, au sens le plus sociologique du terme, c'est la manière dont on va gérer l'attribution des richesses au sein de cet ensemble-là d'individus. L'arrivée des ramettes dans ce territoire-là, à travers l'introduction des biens industriels, d'une nouvelle forme d'agir, également de discipline, mais aussi donc, avec la salarisation massive des gens, etc., vient absolument bouleverser voilà, les structures d'échange traditionnelles qu'il y avait et les modes de vie. Enfin, si on regarde les études, enfin, l'étude qui a été faite par Sébastien Abelardo dans le village, qui est un anthropologue qui a travaillé donc, sur le pastoralisme, il y a une réduction massive des élevages et des pratiques, dont le lien direct est l'arrivée de l'entreprise minière. Et après, on pourrait peut-être parler aussi de la fragilisation de la communauté, du fait des conflits que ça peut occasionner, cette arrivée massive de capitaux, qui parfois peut tendre à diviser les habitants entre eux. C'est des choses très évidentes, mais potentielle jalousie d'un tel qui a eu plus, ou machin, ou ceci. Ça, c'est des pratiques faites par Eramine où on va favoriser quelqu'un et pas l'autre, etc., comme une espèce de punition. Est-ce que c'est des choses que tu as pu voir ou percevoir? Je sais pas, pour le coup, s'il y a une pratique des ramettes diviser pour mieux régner. En tout cas, je sais qu'ils vont pas s'embêter à aller consulter des gens qui sont Oui. directement opposés à leur projet minier, c'est tout ce que je peux dire. C'est vrai que quand on cite tout ça, ouais, la nouvelle ambulance, l'école, les rénovations, l'accès à Internet, etc., tu te dis, c'est quand même, ça peut, on pourrait le voir d'un côté hyper positif de développement, en fait, d'une zone reculée. Et on se dit, ah, bah, c'est difficile après de se montrer ingrat vis-à-vis de tous les bienfaits qui pleuvent sur la communauté, on va dire. Mais dans les faits, qu'est-ce que tu sais du traitement des ouvriers, en fait, à la mine? Est-ce qu'ils sont bien traités? Alors, c'était un angle mort total du mémoire, à savoir que j'avais des numéros d'ouvriers qui travaillaient pour le projet Ramine. J'ai essayé d'en contacter 4-5. À chaque fois, le même retour, contacter les services de responsabilité sociale et environnementale pour qu'on m'accrédite et que je puisse enfin vous parler. Il fallait que je passe par les services de Ah ouais. relations communautaires pour avoir... En fait, il y a un paternalisme industriel total vis-à-vis des populations. Et donc, quand je me suis tourné vers les équipes de responsabilité sociale et environnementale, on m'a dit que non, c'était pas possible parce que ils travaillaient, donc alors c'est des cycles vu que l'entreprise est assez éloignée. C'est du 15 jours sur site, 7 jours de repos, etc. Et que lors de ces jours de repos, il fallait que les ouvriers se reposent et ne soient pas plus fatigués en allant parler à des En étrangers, répondant en à tout des cas. questions d'un... Exactement. C'est ça. Donc, Ok. donc en fait, ouais, les pratiques, je les connais très peu. Moi, quand je suis parti du terrain en mai, je crois que c'est quelques temps après, on a pris connaissance qu'il y avait une grande infection dans le site à cause du service de catering où il y avait eu énormément de malades, plus de 200. Donc, qui était quelque chose qui est extrêmement généralisé du fait des mauvais services et des mauvaises conditions de travail des employés. Et donc, je sais qu'il y a un syndicat qui s'est mis en grève, alors même que les syndicats étaient aussi un peu dans la boucle, pour le dire un peu rapidement. Mais moi, j'ai parlé aux autorités syndicales à Sant'Antonio de los Cobres, donc la ville la plus proche.
C'était des gens assez dotés qui, quand on les interrogeait, enfin, j'ai été surpris du manque de pouvoir du syndicat, ou en tout cas de volonté. Lors de l'entretien, ce qui est ressorti, on a pu parler 20 minutes avec eux devant les locaux. Ils voulaient pas nous parler plus que ça, mais ce qu'ils nous ont dit, c'est que les gens étaient tellement satisfaits de l'arrivée de cette entreprise minière, même dans le syndicat, que quand on leur posait des questions précises sur les conditions de travail, etc., ils bottaient un peu en touche et il se montrait plutôt très satisfait. Ce qui est étonnant quand on apprend par la suite Que tout n'est pas si rose, que quoi. tout n'est pas sûr. Et bah, tu l'as dit, de toute façon, c'est vrai que tu l'as mentionné, protester et le départ de la mine mènerait à mettre beaucoup de familles, quasiment toutes les familles dans la panade. Donc c'est quelque chose quand même où tu dois réfléchir peut-être à deux fois avant de protester. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a des mouvements contestataires? Et s'il y en a, est-ce que Eramin a une stratégie politique pour gérer les gens qui émettraient des doutes ou des protestations face au projet minier, enfin face à la mine? En fait, non, il n'y a pas de mouvement protestataire. Il y a des gens qui. En fait, c'est potentiellement bien le souci, c'est que c'est enfin, il y a cet anthropologue qui me disait que c'est des communautés qui vont être considérées comme passives. Elles le sont pas, mais il y a une face cachée, oui, de la contestation. Dès qu'on vient se tourner vers les gens, en fait, on peut avoir des centaines d'heures de rush où les gens vont dire du mal de l'entreprise minière et de l'action sur le terrain, sur la Vega, sur les potentielles contaminations de bêtes, de problèmes de peau, l'eau qui se ferait moins présente. Enfin, il y a. Ouais, on a entendu. Enfin, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler. De problèmes de peau vis-à-vis des bêtes, etc. Sans savoir véritablement si c'est avéré ou pas. Mais du moins, il y a pas de contestation, il n'y a pas de regroupement contestataire pour faire front à la mine. Et donc Eramin n'a pas de politique. Enfin, est-ce que tu en as discuté avec eux? Est-ce qu'ils ont un plan d'urgence, comment dire, un plan de communication de crise ou pour gérer éventuellement les gens qui seraient En fait, le travail des équipes de relations communautaires, c'est un peu ça. Enfin, j'avais parlé de gouvernement des contestataires dans mon mémoire pour ces communautés Atacama parce que en fait, je me suis rendu donc sur le terrain avec les équipes de relations communautaires pour voir leur action directement. Et donc, on s'est rendu dans un hameau d'un habitant dont non, on savait qu'il était opposé au projet minier et dont on a appris par la suite qu'en plus, il faisait partie de cette communauté Atacama. Alors, lors de la négociation, on n'a pas pu rentrer directement en contact. On a été sommé par l'entreprise minière de regarder ce qui se passait de la voiture. Mais donc, ce qu'on pouvait faire, en tout cas, si on ne pouvait pas analyser directement ce qui se disait, c'était le dispositif qui était mis en place par l'entreprise minière. Donc, c'était une personne dans un hameau au milieu du salar de Centenario Ratones, euh, avec quelques bêtes, un chien. euh, et sur cette photo, ce qui est assez frappant, parce qu'on en avait beaucoup parlé avec mon accompagnatrice qui était Céleste Goldsberg, qui m'a accompagné lors du terrain, c'est qu'on a 3 voitures, donc à peu près 6 à 7 personnes des entreprises communautaires qui viennent pour une personne. On lui dépose un pack d'eau, on discute à 3 avec des gens qui sont formés à l'université de Salta, donc des anthropologues, des gens qui font fait de parfois qui sortent de hautes études et on lui parle à 3, on l'entoure. À côté de ça, donc cette personne-là, on est venu le voir au début des années 2010-2015, on lui a installé un panneau solaire sans lui dire qu'une entreprise minière allait potentiellement s'installer. Et donc c'est ça le dispositif, et c'est ça le gouvernement des contestataires. Alors cette personne, on l'a appris par la suite, a été très agacée parce que il y avait trop le passage des voitures et des pick-up miniers devant chez lui, et il y avait eu des problèmes avec ces bêtes et les services des relations communautaires. Enfin, et donc voilà, l'analyse du dispositif, ça a été ça. Ça a été de voir comment ce rapport asymétrique entre un habitant isolé et tout un service de relations communautaires avec la sécurité des ramines, etc. pour quelqu'un qui ne représente en plus aucun danger, quoi. c'est quoi enfin de ton analyse pourquoi en fait est-ce que ils vont le voir parce que tu étais là? Est-ce qu'ils vont le voir parce qu'ils ont à cœur de prendre en compte tout le monde? Est-ce que, je sais pas, en fait, c'est pour intimider?
Parce qu'ils veulent aucune contestation et ne pas avoir quelqu'un qui potentiellement pourrait parler dans la presse. Je sais pas, enfin tu vois, il y a plein de possibilités. Ça paraît étonnant quand même, tout ce déploiement pour... Pour une personne. Il y a Oui, ce qu'ils vont présenter. Ramet, ils vont dire bon, bah, on a un souci avec tel habitant, on va essayer de régler le problème, etc. Alors, probablement qu'eux sont absolument persuadés, et je pense que c'est potentiellement le cas. Eux, ils ont une vision de leur travail assez, en fait, assez vertueux. Je pense que pour que ce soit ok. le siège en France, pour les équipes de relations communautaires sur le terrain. Sur place, en revanche, ça passe pour des moyens d'intimidation. Et c'est probablement, oui, très intimidant. Donc c'est assez compliqué de se placer et de savoir véritablement ce qui se joue. Ce qu'on peut analyser, en tout cas, c'est le rapport qui est en jeu. Et moi, ce que je vois, en tout cas, c'est un rapport voilà, un rapport très asymétrique où une négociation n'en est pas véritablement une. Après, c'est assez compliqué de savoir de connaître les volontés et ce qui travaille chacun des membres de manière très, très individuelle. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là à Pablo, celui qui m'a accompagné, qui est le chef du service des relations communautaires. En lui parlant, ce Pablo, en fait, il est assez convaincu que son action est très vertueuse sur le terrain et qu'il fait ça pour aider les habitants sur place. Ok. En gros, dans les gens que tu as interviewés de Eramine, bah après, ils parlent au nom de l'entreprise, donc j'imagine qu'ils vont pas les dire du mal. Mais en gros, ils sont tous un peu sur ce même discours-là, que en gros, ce qu'ils font, c'est à valoriser, quoi. Ouais, lui qui a travaillé dans des cultures, dans des entreprises de tabac, etc., il considère que c'est nouveau qu'une entreprise déploie autant de moyens pour de la responsabilité sociale et environnementale, que c'est quelque chose qui de toute façon est mieux qu'une entreprise qui s'implanterait sans du tout demander Oui, l'aval des contestations, l'aval des populations locales et sans aucune retombée pour les communautés. Mais c'est peut-être justement, c'est là ce qui est intéressant, c'est que c'est un nouveau registre du pouvoir. On n'est plus dans quelque chose d'absolument vertical, de bas en haut, avec des méthodes parfois qui sont extrêmement violentes. On est plutôt sur des registres voilà, plus silencieux, plus doux du pouvoir, de faire consentement au sein de la communauté, etc. Ouais, qui peut rassurer en plus potentiellement les investisseurs ou autres. D'avoir comme ça des espaces à bas niveau de conflictualité. et puis de toute façon, après, le RSE, on sait très bien que c'est une obligation pour les grands groupes français de bien se comporter. Et puis, ça fait toujours mieux en bourse d'avoir une entreprise qui a des bons comportements et qui n'a pas de contestation contre elle, etc. C'est pour l'image, la communication, l'image d'une entreprise. Et du coup, donc tu parlais de ton accompagnatrice Céleste, de Pablo qui était ton interlocuteur sur place. Comment se sont globalement passées tes recherches? Comment tu as eu accès? Alors comment ça a été reçu? Je sais pas si tu as écrit à Eramet ou à Eramine, je sais pas comment ça s'est passé, mais tu peux nous expliquer comment t'en es venu à te retrouver en Argentine, dans des camions de Eramine pour aller sur le terrain? Comment s'est fait la prise de contact? Comment t'as eu accès à tes interlocuteurs? Comment tout ça, ça s'est organisé? Alors, assez à l'arrache, en réalité. En fait, c'est assez compliqué. L'entreprise minière, c'est un milieu, enfin, le milieu minier, c'est un milieu assez opaque. Et par conséquent, l'accès au terrain a été assez compliqué et chaotique. Alors, ça a commencé quand j'ai commencé à Paris à faire un travail prise de contact avec les autorités d'Eramet. Ça a commencé par le siège à Paris, où j'ai réussi à contacter quelques ingénieurs, mais qui étaient dans un langage extrêmement technique et qui n'avaient pas une prise directe avec le terrain, donc ça m'intéressait pas véritablement vis-à-vis de mon objet Ouais, de recherche. Et à un moment, en fait, où à force de ramer, en parlant avec des journalistes français qui avaient pu se rendre sur le terrain, mais que du côté de l'entreprise minière, en fait, il y avait un manque d'informations qui était crucial. Et j'avais en matière uniquement la présentation qu'Eramet nous faisait de son entreprise minière à travers les vidéos institutionnelles et autres. Donc je me suis rendu en ok. Argentine en décembre 2024. Manque de peau, je suis arrivé au moment des vacances scolaires, donc le terrain a pris d'autant plus de temps à s'amorcer. Et tout est allé assez vite parce que je me suis mis en contact avec les équipes
En fait, dans un premier temps, j'ai parlé aux acteurs institutionnels à Buenos Aires. Donc là, c'était Mhm. la diplomatie française, j'étais reçu à l'ambassade, les industriels du projet et en poste à Buenos Aires. J'ai parlé également avec la directrice de la Chambre des investisseurs miniers argentins, qui était Alejandra Cardona, toujours en poste, qui est en gros le gros lobby minier argentin. Et donc cette première étape aussi donc d'accès au terrain, ça a permis même de me légitimer auprès de Eramin directement à Salta en disant que j'avais parlé avec un tel et que donc si certains m'avaient fait confiance avant, eux pourraient me faire confiance Ouais. une fois sur le terrain. Et alors, donc ils m'ont demandé beaucoup de papiers avant de me... Parce que c'était les premiers acteurs à qui je voulais parler en arrivant à Salta, donc, qui est au nord-ouest de l'Argentine, en partant de Buenos Aires. Et j'ai réussi à donc, prendre contact avec eux. Voilà, et ils m'ont demandé tout un tas de documents, à savoir mon passeport, une copie de mon passeport, également une lettre assermentée de mon directeur de recherche, comme quoi je faisais bien des études sur un objet de recherche. Et donc plein de justifications sur mon travail et sur les objectifs de mon travail. Donc alors moi évidemment je leur ai... Il y a une forme de mission aussi là-dedans, dans ce travail-là. On leur dit pas tout ce qu'on sur ce que je voulais savoir. En tout cas, en l'occurrence, je leur ai demandé que Ouais. les projets RSE de responsabilité sociale m'intéressaient et que c'est quelque chose vers lequel j'avais envie de me tourner et que c'est pour ça que je les contactais. Et donc, ils m'ont reçu au siège des Ramettes à Salta et à partir de ce moment-là, voilà, je les ai écoutés ils m'ont vanté pendant 2 heures et demie tous les mérites de l'entreprise et de son action dans le Salar de Centenario, donc qui se retrouvait qui était à une centaine de kilomètres de Salta. Et par la suite, quand je me suis rendu sur le terrain, donc le surlendemain, Mhm. après les avoir vus au siège social à Salta, ils m'ont un peu poussé à ne pas me rendre seul directement dans le village de Santa Rosa, sous prétexte que les populations seraient plus ou moins ne seraient pas habituées à ma présence et que par conséquent ce serait dangereux pour moi comme pour elles de rentrer dans quelque chose. Enfin, donc tout un argumentaire pour me pousser et pour m'inviter à les rejoindre dans leur camion, dans le D'accord. pick-up des ramettes. Et donc c'est ce que j'ai fini par faire. J'ai passé une journée avec eux sur le Salar à suivre les équipes de relations communautaires dans leur terrain un peu journalier pour voir Mhm. comment elles géraient les conflits ou alors elles géraient les besoins de l'entreprise sur le terrain. Et seulement le lendemain, ou le surlendemain, je me suis rendu, mais cette fois seul, avec mon accompagnatrice Céleste Gosberg, qui était une chercheuse qui connaissait assez bien la région et qui m'a aidé à essayer de comprendre aussi parfois ce qui se jouait. Et c'était intéressant d'être à deux sur ce genre de terrain qui était assez compliqué d'accès. Ok. Et tu l'as rencontré comment, Céleste? Et je l'ai rencontré à travers. Enfin, j'ai posté une fois que j'étais à Buenos Aires. Ça me semblait compliqué d'arriver seul sur le terrain. Et par conséquent, je l'ai démarché sur Facebook. J'avais mis une note comme quoi je cherchais quelqu'un pour m'aider dans mes recherches à Salta. Et elle était ancienne chercheuse, en fait, elle était à la retraite et ça l'intéressait, les recherches l'intéressaient et de savoir un peu ce qui se passait sur place. Et donc, je suis encore, aujourd'hui, on est encore en contact et justement, on aimerait bien écrire un papier à à ce sujet-là, co-écrire un papier tous les deux, quoi, sur l'action des ramettes en Argentine. Et t'as été bien accueilli quand t'es arrivé tout seul dans les communautés, finalement? En fait, finalement, oui, très bien accueilli. Il n'y avait pas de risque, genre les gens n'ont pas été effrayés par ta présence? Non, absolument aucun. Vraiment absolument aucun. D'ailleurs, ce qui les intimidait plus, c'est que je sois plutôt justement certains pensaient que j'étais français, donc je venais de la part de l'entreprise et qui avait potentiellement... Ça effrayait plus qu'en fait un chercheur qui s'intéresse à quelle est l'action de l'entreprise sur le terrain. Non, non, je pense que c'était juste une stratégie de monitoring pour l'entreprise que de m'accompagner. C'était assez évident en fait. Ils ne voulaient pas que je parle et que je cherche directement les potentielles personnes opposées au projet minier, alors que eux m'assuraient l'absolu consensus du projet minier dans la région. Ok. Après toute cette recherche, qu'est-ce que t'en tires en fait ta conclusion globale sur l'action des ramettes
dans la région. Qu'est-ce que t'en ressors avec un... Quel sentiment t'en ressors Je pense qu'elle est. Faudrait la voir plus presque d'un point de vue macro quand on se demande est-ce que le projet minier est un bon projet minier ou un mauvais projet minier. Je- En fait, l'extraction du lithium en Argentine, si on m'a beaucoup posé la question sur le terrain, voilà, les retombées économiques pour les territoires, c'est des miettes comparé à la quantité de richesses qui viennent à s'extraire de ces territoires. On est sur des taux d'imposition extrêmement faibles, autour de 1 ou 2% pour ouais, les richesses qui vont être exportées à destination de la Chine. Donc par conséquent, c'est assez compliqué de voir ces projets d'un bon œil pour les communautés locales et de voir une forme de, oui, de redistribution, d'autant plus que c'est... Voilà, y a aucune, enfin, il y a aucune retombée économique, il n'y a aucune utilisation là du lithium dans ces régions. Enfin, ouais, là, c'est vraiment des richesses qu'on voit passer au prix de quelques retombées, quelques antennes Starlink, Une ambulance? une ambulance pour une communauté avec un hôpital qui a été construit, mais en fait qui est totalement aujourd'hui inefficient, sans aucun personnel dedans. Enfin, c'est un faux semblant de service public pour un temps d'extraction qui va durer entre 20 et 30 ans. Et après, qu'est-ce qui se passe après l'implantation de la mine, une fois que celle-ci sera partie, qu'est-ce qui va rester pour ces entreprises, enfin pour ces habitants qui avaient pu bénéficier d'un emploi sur des périodes assez courtes. Parce qu'en fait, il y a pas de... Rien n'est véritablement perpétuel, durable pour ces communautés. En fait, on n'a rien construit. Il y a pas eu de développement. Enfin, moi, j'ai du mal avec cette notion de développement. On m'a parlé de ça tout le long, mais j'ai pas vu de développement dans la région. Ce qui est véritable, c'est qu'on n'a pas du tout avancé sur la titularisation des terres. Enfin, ça devrait être la première chose auquel il faut penser. Et il y a un travail aucun. Enfin, il n'y a pas de travail d'Eramet vis-à-vis de ça. Enfin, oui, les gens n'ont pas de droit foncier vis-à-vis de. Donc, ouais, le développement, s'il se limite à quelques antennes Starlink, un chauffe-eau, quelques packs d'eau qui sont distribués par l'entreprise minière, c'est assez moindre. J'ai pas du tout pris connaissance de projets d'après ou de projets durables. C'est assez marrant parce que on sentait que la représentante de la communauté de Santa Rosa de los Pasos, elle commençait à sentir le vent tourner quand elle s'apercevait, elle me le disait en entretien, qu'elle commençait à voir qu'il y avait de moins en moins de retombées du projet minier depuis qu'il était bien installé et qu'il était rentré en production. Qu'il y avait en fait moins de risques aussi pour l'entreprise minière, enfin, vis-à-vis des populations locales. Et elle me disait, donc elle se confiait un peu sur cette peur-là, et elle me disait que pourtant, eux, ils aimeraient bien en faire un hôtel et ceci et cela, un hôtel durable et soutenable. Donc elle me parle de cette perspective d'un hôtel dans le village, que ce serait bien pour le développement communautaire et que eux-mêmes pourraient véritablement bénéficier d'une activité économique qui ne serait pas une activité qui serait directement dépendante de la mine. Mais en fait, c'était assez malheureux parce que ce qui va aussi avec, c'est un aspect que j'ai moins travaillé dans mon mémoire, mais sur la dégradation du paysage, on n'a plus très envie en fait euh, je vois pas comment un hôtel pourrait fonctionner dans ce genre de territoire qui en fait sont devenus des territoires presque sacrificiels. Et comment il pourrait y avoir de potentiel voilà, retombées économiques grâce à de l'hôtellerie Au ou du tourisme tourisme. ou Voilà, des choses comme ça? exactement. Ok. Ouais, donc il faut y penser à ces projets, quoi, pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc, a priori, de ce qu'on peut comprendre, tu as plutôt bien aimé ta recherche, même si je trouve que ça, en te lisant, tu sais, je trouvais que c'était une recherche très plus journalistique qu'universitaire. Mais tu vois, c'est vrai qu'en te lisant, je me suis dit, ah, ça c'est un truc, un journaliste pourrait se saisir de ce sujet et faire un grand format, un truc comme ça. Enfin, ça se prêterait vachement bien, je trouve, à une écriture d'un grand article dans un journal. Donc, on sent à te lire que ça a été un moment que tu as semblé apprécier. Et du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu continues dans la voie de la recherche sur les mines, sur l'extractivisme, etc. Ou tu as pris une autre voie? Je ne sais pas. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est toujours très compliqué de trouver un équilibre entre. En fait, l'histoire était tellement riche que
c'était compliqué de trouver un juste milieu entre le théorique et l'empirique, et que ouais, l'histoire que j'ai voulu raconter là dans le mémoire a pris le dessus sur le théorique et sur l'analyse. Même si à des moments, elle doit ressortir pour essayer d'avoir une lecture un peu plus fine de ce qui se joue, et à certains moments où tu as très bien posé la question, mais savoir véritablement quelle est la volonté de l'entreprise minière, c'est parfois ouais, l'analyse théorique qui peut y répondre. En tout cas, c'est vrai que la voie, en tout cas, de l'enquête journalistique, elle m'intéresse. Et aujourd'hui, je suis quand même toujours un institut de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement en mission avec un chercheur qui travaille sur l'Argentine et le Congo, donc toujours sur l'extractivisme minier. Et à côté de ça, donc là, je travaille quand même sur des projets un peu plus journalistiques, à savoir, on essaie de faire un documentaire sur cette enquête en Argentine. Voilà. Et donc, c'est à peu près tout pour. Ok. Mais donc, Toujours à Eramine ou d'autres toujours Eramine. Ouais. Ok, d'accord. Donc, on va te retrouver bientôt sur un nouveau dos ou sur le même dossier, mais d'une autre façon, on va dire. Et ouais, sous une autre forme, en fait. Ouais. Plutôt du jeu visuel, finalement. C'est trop génial, ça. Et est-ce que, tu sais, pendant que tu faisais ta recherche, donc en Argentine, t'as croisé des sujets que t'as pas forcément traités dans ton mémoire, mais qui te semblent être intéressants peut-être à traiter, à mettre en avant, pourquoi pas par un autre étudiant dans le cadre d'un mémoire, voilà, un sujet que tu n'aurais pas eu le temps d'exploiter? Ou que tu croises, hein, maintenant que tu es allé à l'IRD, peut-être des choses que sur l'extractivisme que tu as croisé, que tu te dis ça, il n'y a pas assez de recherche là-dessus, je sais pas. Bah, non, en tout cas, c'est sûr qu'il y aura suffisamment. Enfin, je pense que va y avoir de la place pour tout le monde en quelque sorte, et il y en aura jamais suffisamment, dans le sens où en plus c'est Javier Milei qui a pris le pouvoir, donc en fait, si je vois un sujet, c'est qu'il va y avoir une industrialisation effrénée et accélérée de ces projets miniers dans le nord de l'Argentine. Il y a 60 projets qui sont en phase de prospection, exploration ou en rentrée en production, alors que le projet Ramet, c'est le quatrième en Argentine. Donc ce qui va se passer, je pense que c'est absolument majeur, et ça va être un chamboulement pour voilà, le tissu du nord-ouest argentin. Euh, donc, d'autant plus que ça s'accélère avec voilà, le Javier Milei qui entend faire de l'Argentine qui ouvre vraiment aux capitaux étrangers. Il y a eu plusieurs lois qui sont passées, donc, notamment le régime des investissements miniers, des grands investisseurs miniers qui vient faire qui vient réduire considérablement donc l'imposition sur ces entreprises-là. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est assez massif, et donc enfin moi ce que je vois, c'est ça, c'est des projets, enfin une quantité de projets miniers absolument titanesque qui va rentrer en production dans les prochaines années en Argentine. Donc je pense que c'est à la Donc il y aura fois de la matière à aller. voilà, c'est à la fois passionnant et terrifiant de voir ça, quoi. Est-ce que tu aurais des derniers conseils à donner à nos auditeurs qui se lanceraient bientôt dans la rédaction d'un mémoire? Je sais pas, toi, qu'est-ce que pendant. Ne serait-ce que, je sais pas, pour bien aborder un terrain, vu que toi, t'es parti jusqu'en Argentine, je sais pas, dans la rédaction, dans la recherche d'informations, etc. Est-ce qu'il y a vraiment des ressources qui t'ont aidé et que tu trouves intéressantes de donner aux auditeurs si besoin pour bien vivre cette période aussi? Non, mais pour moi, tout ce que j'ai ressenti tout le long, c'était une intense période de stress. Mais Ok. donc, C'est pas drôle, hein. Le stress, c'est pas drôle, mais je veux dire, ok. mais L'angoisse. mais quand, ouais, Bonjour. non, quand on sait que, en fait, c'est terrifiant parce que ça prend du temps et qu'on sait pas véritablement où on va, mais je sais pas, donc j'ai dit un truc, enfin, c'est absolument, Tu as survécu, en fait, comme tu voilà, pouvais. voilà, en fait, c'est ça, on survit. Et non, ouais, Super. on survit, non, mais surtout de pas. L'alcool, les anxiolytiques, voilà, c'est normal, Non, quoi. non, j'en étais pas là, mais pour autant, non, c'est peut-être moi, je sais que ça me stressait beaucoup d'être très loin de mon objet de recherche, et parfois, donc, En fait, moi, j'ai réussi à, en tout cas, sortir de quand j'étais un peu plus dans. Mais c'est peut-être très propre à moi-même, en fait. C'est là où mon mémoire a pris un tournant très empirique. C'est parce que à partir du moment où j'étais sur le terrain, j'ai pu documenter, et ça devenait véritablement intéressant. Là où j'avais l'impression de ne pas avancer,
Parce que typiquement sur mon objet de recherche, en fait, je pouvais rien avoir à distance. Et que parfois, il suffit aussi il faut aussi avoir un regard sur, voilà, sur les choses de manière plus directe. Mais voilà, non, j'ai pas non, je pas cette prétention-là parce que Je sais pas, être avec tes potes, faire du sport, pour te déstresser. voilà, C'est pas- faites du sport. C'est bien, faites du sport, les gars. Ok. Et bah écoute, Bastien, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cet épisode, pour nous parler de ton sujet de mémoire qui était absolument passionnant. Donc, comme d'habitude, il y aura un article qui se sera dédié sur le site internet du Dazibao. On pourra retrouver un résumé de ce qu'on s'est dit, des ressources complémentaires que je vais te demander. Voilà, des petits conseils lecture pour les auditeurs qui aimeraient en savoir plus et aller plus loin au-delà de l'épisode. Voilà, et puis il y aura une newsletter qui te sera entièrement dédiée. Donc, chers auditeurs, abonnez-vous si vous voulez avoir ça en avant-première. Merci encore, Bastien, Merci pour Marjolaine. ton temps. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt, au revoir. Bye bye. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes.